Les véritables dragons, ces êtres suprêmes du monde de Tensura, partageant la même racine originelle que le dieu créateur lui-même, représentent l'espèce la plus puissante de cet univers. Grâce à la résurrection spectaculaire de Veldanava et à la naissance d'un tout nouveau véritable dragon, les 5 véritables dragons sont désormais tous réunis dans le monde de Tensura, formant une constellation terrifiante de puissance absolue. Dotés d'une force anormale qui évoque les pires cataclysmes naturels, ils exercent une influence et un degré de menace comparables à des désastres planétaires, capables de remodeler les continents d'un simple battement d'ailes. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous plongeons au cœur d'une analyse exhaustive. L'explication complète de chacun des 5 véritables dragons, leurs exploits les plus récents dans les derniers volumes, et une dissection incroyable de cette force démesurée qui défie l'imagination. Dans le monde de Tensura, ces véritables dragons apparaissent comme la race au sommet absolu de la hiérarchie, avec seulement 4 représentants connus dans l'ensemble de l'univers, jusqu'à ces événements récents qui ont bouleversé l'équilibre. Loin d'être de simples créatures vivantes, les véritables dragons ne considèrent leur forme draconique que comme une enveloppe temporaire, un vaisseau éphémère pour leur essence immortelle. Ils incarnent la fusion parfaite et paradoxale des attributs positifs de l'énergie vitale et des attributs négatifs de la magie destructrice, se dressant au pinacle des esprits élémentaires. Tous les autres dragons et monstres draconiques qui peuplent Tensura ne sont que des imitations dégradées de ces géants, des êtres matériels dotés d'un corps physique inspiré mais inférieur, et les races sensibles les vénèrent comme des divinités vivantes, source de crainte et d'admiration infinie. Considérés comme des manifestations conscientes de l'énergie naturelle ou des éléments primordiaux eux-mêmes, certains véritables dragons n'ont qu'à se déplacer pour invoquer des tempêtes apocalyptiques, semant le chaos sur des centaines de kilomètres, un phénomène récurrent dans les récits où leur simple présence altère les cieux et les mers. On les compare sans cesse à des catastrophes naturelles ambulantes, tant leur aura est écrasante. Même sans engager le combat, la quantité astronomique de magicules qu'ils exudent passivement est si dense qu'elle agit comme un poison mortel pour la plupart des êtres vivants. Approcher un véritable dragon sans protection équivaut à une sentence de mort, leurs effluves saturant l'air d'une toxicité qui dissout la vie elle-même. Là où ils élisent domicile, l'environnement se métamorphose radicalement sous l'emprise de ces magicules surabondantes, donnant naissance à des monstres uniques d'une puissance exceptionnelle qui en absorbent des quantités massives. Dans l'œuvre, les exemples les plus emblématiques sont Limul et Charybde, nés directement de l'aura résiduelle du sceau imposé à Veldora, comme détaillé dans les premiers arcs du light novel. Si l'un d'eux se déchaîne sans retenue, il risque de plonger l'ensemble du monde dans l'anéantissement total, déployant une énergie cataclysmique qui ébranle les fondations mêmes de la réalité. C'est la raison pour laquelle, dans le système de classement des menaces des monstres utilisé par l'humanité, inspiré des évaluations officielles des aventuriers et des nations, ils sont classés au sommet absolu. Catastrophe, un rang pratiquement réservé aux seuls véritables dragons, aux côtés d'une poignée de rois démons d'exception. Les véritables dragons sont fondamentalement des entités immortelles. Même annihilés, ils renaissent inévitablement via la réincarnation de leur âme dans un nouveau corps, bien que la personnalité de cet individu soit totalement différente, un cycle de renaissance éternelle. C'est précisément ce point philosophique que Limul a soulevé face à Veldora. Un nouveau corps héritant des souvenirs est-il la même personne ou un étranger? Veldora et les autres soutiennent que la présence des mémoires suffit à affirmer l'identité, une vision ancrée dans les éthiques pré-transmigration de Limul. Ce débat illustre brillamment le fossé des valeurs morales entre monstres et humains, ou entre réincarnés et natifs du monde, un moment pivotal qui met en lumière les conflits culturels au cœur de Tensei Shitara Slime d'Ataken. Pourtant, des figures intimement liées aux véritables dragons comme Guy ou Feldway, ce dernier, primordial angélique aux intrigues douteuses, adopte une perspective opposée. Si la réincarnation altère la personnalité, il s'agit bel et bien d'un individu distinct.
Puisque l'âme porte à la fois la personnalité et les souvenirs, et que seule la mémoire persiste tandis que la personnalité, l'essence formant le caractère, divergent, la conclusion de Guy et Feldway, selon laquelle il s'agit d'un autre être, semble toucher au noyau même des lois fondamentales de cet univers, une vérité profonde révélée dans les arcs les plus ésotériques du light novel. Parmi les 4 véritables dragons régnant sur le monde en tant que sommet incontesté de puissance, Veldora Tempest se distingue comme l'un d'eux. Le benjamin des 4 frères, portant le nom légendaire de dragon des ouragans. Son partenaire n'est autre que le protagoniste, Limul Tempest, fondateur de la nation monstrueuse de Tempest. Maître incontesté du vent, mais aussi de l'espace et de l'eau dans toute leur splendeur, Veldora n'a qu'à se mouvoir pour déclencher des ouragans dévastateurs, une capacité qui incarne à la perfection le rang de catastrophe, comme vu dans ses ravages initiaux décrits dans le volume 1 du light novel. Parmi tous les véritables dragons, il possède la réserve de Magicule la plus colossale, un océan d'énergie qui le rendait autrefois une force brute et incontrôlable, semant la destruction sans but ni discernement. Mais tout changea avec sa rencontre avec Limul. En intégrant la fédération de Tempest, Veldora évolua prodigieusement, acquérant non seulement des techniques raffinées, des compétences uniques et des compétences ultimes, dévastatrices comme ses manipulations spatiales avancées, mais aussi une maîtrise tactique qui le propulsa au niveau de ses 2 aînés, Velzar et Velgrind, comme démontré lors de confrontations épiques dans les volumes récents. Sa personnalité, un mélange irrésistible de solitude refoulée, d'attachement fervent aux liens d'amitié, Kizuna en japonais, qu'il chérit par-dessus tout, de curiosité insatiable et d'une intelligence aiguisée qui le rend imprévisible et fascinant. Profondément influencé par les souvenirs de Limul sur les mangas, jeux vidéo et cultures otaku, son style de combat en forme humanoïde, cette silhouette musclée et charismatique, intègre des poses et stratégies directement tirées de ses œuvres au point d'en faire une parodie vivante. Il va jusqu'à citer des proverbes détournés, des répliques d'animes ou des gags cultes avec une assurance désarmante. Pourtant, Veldora est d'une sérieux absolu. Il vénère les mangas comme des écritures saintes, les traitant avec une piété quasi religieuse qui ajoute une couche comique irrésistible à son personnage iconique. Dans le volume 23 du light novel, son rôle s'est concentré sur un soutien précieux en combat, sans éclats individuels dominants mais avec une efficacité remarquable. Sans performance solo flamboyante, il surgit en renfort face au roi des bêtes mythiques, chargeant en première ligne pour l'abattre avec sa fureur tempétueuse. Contre Ivaraj, il fournit un appui tactique crucial, protégeant les alliés. Ses interventions discrètes mais décisives illustrent parfaitement comment Veldora excelle à devenir la force indispensable pour ceux qu'il chérit, un pilier loyal dans la tourmente finale de l'histoire. Dans la bataille finale qui a ébranlé les fondations du monde, Veldora a choisi délibérément de devenir un noyau, acceptant de devenir le soutien indéfectible et honorable de Limul, permettant à ce dernier de déployer toute sa stratégie sans la moindre inquiétude. Limul lui-même a dû ressentir une sérénité profonde en sachant que Veldora veillait sur ses arrières, une présence rassurante qui a sans doute contribué à la victoire ultime. Jusqu'à la toute dernière seconde, Veldora a rempli son devoir avec une rigueur et une loyauté exemplaires, un professionnalisme absolu qui l'a rendu incroyablement charismatique et impressionnant aux yeux de tous. Considéré comme l'un des véritables dragons les plus puissants de l'histoire du monde, sa force est bel et bien à la hauteur de cette réputation légendaire. Depuis que Ciel a optimisé et harmonisé son existence, en éliminant toute imperfection et tout gaspillage d'énergie, Veldora a atteint un niveau où même Velzar, sa sœur aînée pourtant terrifiante, a reconnu qu'il était devenu bien plus fort qu'auparavant. Son existence possède une valeur énergétique colossale de 88 126 579, un chiffre astronomique qui dépasse l'entendement. À titre de comparaison, un roi démon fraîchement éveillé ou un saint de haut rang plafonne généralement à quelques millions tout au plus, soulignant à quel point cette quantité de magicule est anormale et monstrueuse.
Pour éviter que cette énergie débordante n'explose littéralement, Veldora doit régulièrement libérer une partie de son aura habituellement contenue, un phénomène qui rappelle les contraintes physiques des véritables dragons les plus puissants. Côté compétences, son désir insatiable de connaissance s'est d'abord manifesté sous la forme de la compétence unique investigateur qui a évolué en compétence ultime Faust lors de l'ascension de Limul au rang de véritable roi démon. Puis, au cours de la guerre contre l'Empire de l'Est, elle a connu une nouvelle transcendance pour devenir la compétence ultime Nyarlathotep, un nom inspiré des mythes Lovecraftiens que Veldora affectionne tant. Cette compétence suprême regroupe un arsenal de sous-compétences toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Accélération de pensée, création universelle, évaluation analytique, manipulation des probabilités, existence parallèle, poursuite de la vérité, manipulation spatio-temporelle et barrière multidimensionnelle. Cet ensemble parfaitement équilibré excelle aussi bien en combat singulier qu'en affrontements multiples, offrant une polyvalence absolue rarement égalée. Les deux sous-compétences les plus remarquables restent, sans conteste, la manipulation des probabilités et poursuite de la vérité. La première permet, même si la chance d'un événement est infime, de l'amplifier jusqu'à le rendre certain, transformant l'impossible en réalité tangible, une capacité qui défie les lois de la causalité elle-même. La seconde, quant à elle, autorise une lecture instantanée des compétences de l'adversaire, tout en déduisant en une fraction de seconde la solution optimale à n'importe quelle situation, la plaçant au sommet incontesté des compétences de type analyse et pensée. Autrefois, Veldora comptait exclusivement sur ses spécifications physiques écrasantes et négligeait totalement la technique pure. Mais après avoir dévoré des milliers de mangas dans l'estomac de Limul, cet espace dimensionnel devenu sa bibliothèque personnelle, il a compris l'importance cruciale de la maîtrise technique. Son évolution a été fulgurante. Il a même inventé un style de combat original, le mystérieux art meurtrier de style Veldora, directement inspiré, comme beaucoup le soupçonnent, du légendaire style Havan du manga Dragon Quest, la quête de Dai. Grâce à cela, il peut désormais rivaliser à armes égales en forme humaine, avec des monstres de la technique comme Milim ou même avec les héros légendaires, considérés comme les plus puissants de l'histoire, chose impensable auparavant. Bien qu'il soit encore en pleine progression sur ce plan, il a démontré lors de la bataille finale une maîtrise qui lui permet de tenir tête sans problème à des adversaires théoriquement supérieurs en spécifications brutes. En matière d'art, Veldora a déployé un répertoire impressionnant tout au long de l'œuvre. Le plus célèbre reste sans doute le Storm Blast, sa technique ultime développée conjointement avec Limul lors de la guerre contre l'Empire de l'Est. Cette attaque commence par l'invocation du sort Tonnerre et Orage qui perturbe l'espace et projette des rayons de lumière chaotiques dans toutes les directions. Individuellement, ces rayons sont inoffensifs, mais lorsqu'ils se croisent à certains points précis, ils génèrent une explosion d'une puissance dévastatrice. Grâce à la manipulation des probabilités de Nyarlathotep, Veldora peut forcer cette réaction à 100%, transformant une technique aléatoire en arme absolue. Comme l'adversaire ignore généralement le mécanisme, même Velgrind, pourtant immunisé à bien des attaques, a subi des dégâts significatifs, un exploit retentissant dans l'histoire. Lors du grand affrontement céleste, il a également révélé d'autres arts dévastateurs. Le Dragon Claw, une griffure ultra rapide capable de trancher les liens dimensionnels, le Wingblade, où il fait vibrer les ailes de ses clones à haute fréquence pour les transformer en lames invisibles, et le Stormfang, un coup de poing concentrant toute la puissance de Ruine Tempest directement dans l'impact. Enfin, la technique qui a porté le coup décisif à Dagruel est son ultime absolu. Fertile Paradoxe, une malédiction qui utilise l'énergie même de la cible comme carburant pour infliger des dégâts irréversibles sur une vaste zone, impossible à esquiver ou à résister. Une création personnelle terrifiante qui marque l'apogée de son arsenal. Sur le plan des capacités spéciales, Veldora peut opérer sans la moindre gêne même dans le monde suspendu ou dans des dimensions où l'information elle-même est figée, comme démontré lors de ses affrontements contre Dagruel et dans la bataille finale.
Face à Dagruel précisément, il a poussé encore plus loin la manipulation des probabilités en la combinant avec l'existence parallèle et la manipulation spatio-temporelle. Il parvient ainsi à échanger imperceptiblement sa position avec l'un de ses clones sans que l'ennemi ne s'en rende compte, même en pleine analyse. Cette ruse rappelle irrésistiblement la célèbre feinte de Yami Yugi contre Pegasus dans Yu-Gi-Oh! Avec le tour du chapeau magique, un clin d'œil assumé que les fans adorent. Passons maintenant à la sœur aînée qui fait froid dans le dos, Velgrind, la cardinale parmi les véritables dragons, une stalkeuse obsessionnelle et possessive à l'extrême. Son partenaire officiel est Rudra, bien qu'elle ait également développé une relation complexe avec Masayuki. Elle montre un amour profond et protecteur envers ses frères et sœurs, ainsi que envers son bien-aimé et sa famille élargie. Au sein de l'Empire, elle a occupé le rôle de maréchal, accomplissant à travers l'histoire de nombreuses prouesses légendaires qui ont marqué les annales. Velgrind est également vénéré comme le dragon protecteur du pays qui réside au cœur du volcan divin en perpétuelle éruption, une divinité gardienne pour l'Empire de l'Est où elle veille depuis des millénaires. Très peu de personnes savent que cette entité sacrée et la puissante Velgrind ne font qu'une, un secret jalousement gardé par les initiés les plus proches de l'empereur. Son pouvoir est entièrement immergé dans les flammes les plus absolues. Elle peut même, sous le nom de bénédiction, provoquer l'éruption volontaire d'un volcan entier, transformant la Terre en un océan de magma purificateur. Fidèle à sa nature et à son élément, Velgrind aborde tout avec une passion brûlante, parfois jusqu'à l'excès le plus dévorant. En amour surtout, cette intensité atteint des sommets terrifiants. Elle a poursuivi l'objet de son affection à travers les barrières même des mondes, répétant sans relâche ses actes de dévotion pendant plus de 2000 ans. Une persévérance qu'elle qualifie fièrement de pur amour et non de simple obsession. Dans le volume 23 du light novel, après avoir encaissé de graves blessures face à Ivaraj, elle a utilisé son existence parallèle pour transférer les dommages et récupérer une partie de sa puissance, tout en apportant un soutien précieux à l'ensemble des forces alliées lors de la guerre totale. Lors de la bataille finale, elle a volontairement accepté un rôle de subordonné pour assister Limul, transmettant une portion massive de son énergie à son épée nommée Elpis et contribuant ainsi décisivement à la victoire. Velgrind possède une puissance qui la place parmi les êtres les plus forts de l'univers de Tensura, un niveau séparé du reste, presque hors catégorie. Maîtresse incontestée de l'attribut flamme, sa caractéristique propre en tant que véritable dragon est l'accélération absolue. Sa valeur existence énergétique dépasse les 70 millions, un chiffre déjà phénoménal à l'origine, mais qui a explosé en intensité après son implication profonde avec Limul et les événements qui ont suivi, comme l'explique Ciel dans ses analyses. Contrairement à l'ancien Veldora qui se reposait presque exclusivement sur ses spécifications brutes, Velgrind n'a jamais cédé à l'arrogance. Elle a affûté sa technique à un degré effrayant. Sa maîtrise est telle que même un groupe de démons primordiaux, même après avoir perfectionné leur art, ne pouvait rivaliser. Elle dominait même l'ancien Veldora, pourtant supérieur en énergie pure, en l'anéantissant pour son bien avec une facilité déconcertante. Son seul point faible, notable, vient de son tempérament. Une vision parfois trop étroite lorsqu'elle est émotionnellement impliquée, ce qui la rend vulnérable face à des adversaires rusés qui exploitent cette faille. Côté compétences, grâce à l'optimisation réalisée par Ciel, elle a intégré la compétence ultime Uriel de son bien-aimé Rudra à sa propre Ragel, aboutissant à la compétence ultime Ktuga. Les sous-compétences confirmées incluent accélération de pensée, excitation brûlante, existence parallèle, manipulation spatio-temporelle, saut dimensionnel et barrière multidimensionnelle, un ensemble d'une rare spécialisation. Cela lui permet une gestion bien plus fluide et efficace de son énergie, mais surtout des attaques transcendant le temps et l'espace. Elle peut désormais ignorer les clones ou existences parallèles pour frapper directement l'essence véritable de l'adversaire. Elle a même poussé cette capacité jusqu'à rendre possible les voyages intermondes en voyageant entre les dimensions, une application si créative et unique que même Ciel en a été impressionné, comme relaté avec admiration dans le light novel.
Bien que ces scènes de combat soient relativement rares dans l'œuvre, ses adversaires étaient toujours des monstres absolus comme Limul ou Veldora, ce qui a permis à Velgrind de dévoiler pas moins de 4 arts mémorables. Le premier est l'accélération destructrice promue, une forme ultime d'explosion qui accélère absolument tous les phénomènes. Elle peut même hâter les fonctions vitales de l'ennemi jusqu'à provoquer un épuisement énergétique fatal, créant ainsi une technique du type toucher égale victoire. Le deuxième est le souffle brûlant, un rayon de chaleur extrême servant de jab rapide et constant. Le troisième, étreinte brûlante, est une prison de flammes qui scelle totalement les mouvements de la cible. Combinée à l'accélération destructrice, elle rend toute évasion conventionnelle impossible une fois prisonnier. Enfin, le quatrième est plus terrifiant, Cardinal Accélération, son ultime coup absolu conçu spécifiquement contre Velzar elle-même. Cette onde de destruction déclenche une accélération totale au moindre contact, provoquant l'effondrement énergétique de tout ce qu'elle touche. Lancée à une vitesse et sur une échelle telle que l'esquive est virtuellement impossible, elle représente la quintessence de la puissance dévastatrice de Velgrind. Passons maintenant à la sœur aînée encore plus extrême, celle que l'on pourrait qualifier de véritablement dangereuse. Velzar, la grande sœur jalouse, également surnommée l'impératrice de glace. Elle est la grande sœur, l'aînée des 4 véritables dragons. Son partenaire est désormais époux officiel et Guy Crimson, avec qui elle s'est unie par un mariage officiel après la proposition romantique Coff. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'était pas plutôt un truc du genre « Hé toi, désormais on est en couple, compris ?» Rappelez-moi la scène dans les commentaires. Bien que son attribut semble être la glace à première vue, sa véritable essence réside dans les compétences angéliques héritées. Et grâce à la compétence transmise par son frère, elle peut également manipuler la fixation et la stagnation. Parmi tous les véritables dragons, Velzar est de loin la plus rationnelle et posée, affichant une personnalité douce et sensée en apparence. Elle se montre particulièrement attentionnée envers sa famille, du moins le croit-elle sincèrement. Cependant, sous cette façade se cache une jalousie maladive et possessive. Dès qu'elle porte son affection sur quelqu'un ou quelque chose, elle exerce un contrôle absolu et sans concession, une facette yandere, glaciale, qui terrifie même les primordiaux. Dans le volume 23 du light novel, Velzard a littéralement semé le chaos absolu, déchaînant sa fureur glaciale sans la moindre retenue, jusqu'à ce que Guy Crimson, son éternel partenaire, intervienne personnellement pour la calmer. C'est précisément cette proposition de mariage solennel, empreinte d'une profondeur émotionnelle rare, qui l'a ramenée à la raison et lui a permis d'accéder enfin à la position tant désirée, devenir officiellement l'épouse de Guy. Ils sont ainsi devenus un couple uni aux yeux du monde, un moment poignant qui a marqué les lecteurs par sa tendresse inattendue au milieu de la tourmente. Par la suite, lors de l'affrontement contre Ivaraj, elle a apporté un soutien décisif à Guy, protégeant ses arrières avec une efficacité accrue. Dans la bataille finale, elle a accepté de se placer en position subordonnée pour assister Limul, allant jusqu'à devenir un noyau énergétique essentiel, un sacrifice temporaire qui a grandement contribué à la victoire globale. Velzar a ainsi brillé par une présence active et déterminante tout au long des événements finaux. Parmi les 3 véritables dragons encore actifs, à l'exclusion de Veldanava, Velzard est unanimement considérée comme la plus puissante. Elle domine même son ancienne version d'avant optimisation et Veldora avec une facilité déconcertante, comme si elle corrigeait un enfant capricieux. Seule une poignée d'êtres dans l'univers, dont Guy Crimson lui-même, pourtant au sommet absolu de la hiérarchie mondiale, peuvent être poussés dans leur retranchement par elle, une preuve irréfutable de son écrasante suprématie. Sa valeur existence énergétique approche dangereusement celle de Veldora, un niveau astronomique. En termes de quantité pure de magicules, hors capacité physique ou compétence, elle règne en maître incontesté parmi les véritables dragons. Grâce à ses compétences propres, elle peut régénérer indéfiniment ses réserves, rendant toute notion d'épuisement énergétique totalement étrangère à son existence. Velzar excelle également par une maîtrise technique anormale, presque perverse dans sa perfection.
Cette expertise est telle qu'elle peut croiser le fer à égalité parfaite avec Guy Crimson lui-même, un exploit qui parle de lui-même. Même dans ses phases de délire possessif, elle a balayé Milim d'un revers de main et affronté simultanément plusieurs rois démons éveillés avec une marge insolente, des scènes qui illustrent sans ambiguïté la hauteur vertigineuse de sa technique. Milim elle-même la considère comme une menace prioritaire, et plus personne dans l'univers ne songerait à mettre en doute sa suprématie absolue sur ce plan. Au niveau des compétences, elle possède une capacité inhérente d'une puissance transcendante, une capacité ultime portant le nom divin en lettres angéliques, capable d'imposer des lois entièrement nouvelles non établies par Veldanava, ignorant toutes les règles existantes, sauf celles qu'elle décide elle-même. Cette essence angélique se manifeste pleinement via sa compétence propre, Cessation Lost, qui est très probablement à l'origine de sa légendaire capacité à arrêter le temps. Sa compétence ultime actuelle, Cthulhu, est née d'une optimisation réalisée par Limul dans le but exprès de couper toute influence néfaste de Veldanava sur les pouvoirs angéliques. Cette intervention a permis une harmonisation naturelle et parfaite entre sa capacité de fixation inhérente et les forces angéliques, aboutissant à une compétence d'un tout autre niveau de performance et de stabilité. Côté art de combat, bien que Velzar n'ait pas eu d'innombrables occasions de se battre à l'écran, chaque affrontement a été l'occasion de dévoiler un arsenal terrifiant. Premier art majeur, Eternal World, une technique de niveau mondial qui exploite pleinement ses pouvoirs angéliques et permet, en faisant circuler les magicules, une régénération virtuellement infinie. Deuxième, Snow Crystal, une défense absolue activée via la fixation de Gabriel, capable de repousser pratiquement n'importe quelle attaque. Troisième, Air Wall, qui solidifie instantanément l'atmosphère environnante pour créer une prison indestructible, une technique de confinement parfaite. Quatrième, Freezing Breath, son souffle emblématique sous forme d'une vague de poussière de diamant à température zéro absolue, une attaque de type souffle classique, mais d'une puissance glaciale inégalée. Cinquième et ultime, Whiteout Absorb, l'attaque suprême qu'elle a développée spécifiquement pour Guy. Elle intègre sa compétence angélique propre, Cessation Lost, la fixation de Gabriel, ainsi qu'une version dérivée de l'absorption de Léviathan, le tout fusionné en une offensive maximale et absolue, la plus dévastatrice de son répertoire. Enfin, le frère aîné des véritables dragons, celui qui se dresse à l'origine même du monde, Veldanava, connu sous le titre majestueux de Dragon Roi des Étoiles. Son apparence évoque une version sombre et imposante de Feldway, une silhouette qui respire la noblesse primordiale. Son caractère originel était d'une grandeur exemplaire, un charisme irrésistible, une affection débordante, une détermination inébranlable face à l'adversité. Des traits que beaucoup comparent aujourd'hui à ceux de Limul au sommet de son évolution. Né comme être parfait et omnipotent, il choisit pourtant d'abandonner cette toute-puissance par solitude, préférant créer le système même du monde. Il définit les compétences, établit les lois physiques et magiques, introduisit le concept de désir pour favoriser le développement et afin d'éviter une dystopie éternelle, instaura la mort et le cycle de réincarnation des âmes, une œuvre fondatrice révélée progressivement dans les volumes les du light novel. Par la suite, il rencontra Rudra, tomba amoureux de sa sœur Lucia et eut avec elle une fille, Milim, avant de quitter ce monde en laissant derrière lui un héritage immortel. Normalement, les véritables dragons renaissent ailleurs après leur annihilation, mais aucun signe de retour de Veldanava n'avait été détecté jusqu'aux révélations récentes. Et pour cause, il avait en réalité ressuscité depuis des ères lointaines, une surprise totale qui a stupéfié les lecteurs lors de la lecture du volume 23. Il avait passé tout ce temps à récupérer patiemment la puissance qu'il avait autrefois transmise à Milim, ce qui l'empêchait d'apparaître dans le monde principal. Cependant, le Veldanava revenu n'est plus celui d'antan. Même Guy, Velzar et les autres qui le connaissaient intimement le considèrent comme un étranger complet. La raison est tragique. La mort de Lucia l'a plongé dans un désespoir abyssal, lui faisant perdre l'émotion même de l'amour et infligeant une blessure profonde à son âme.
Cette fracture a corrompu sa personnalité lors de sa régénération, le transformant en un être tordu. Car un Dieu véritable se doit d'aimer et de chérir le monde de manière égale et inconditionnelle. C'est ainsi que Veldanava, dans sa douleur infinie, en est venu à aimer Lucia comme une individu unique et irremplaçable, au lieu de chérir le monde de manière égale et impartiale comme un Dieu le devrait. Cette affection personnelle a introduit un bug fatal dans le système qu'il avait lui-même créé. Le monde a commencé à percevoir Lucia comme une anomalie, une étrangère à éliminer pour préserver l'équilibre. Convaincu que c'est cette faille qui a causé sa mort, Veldanava a sombré dans la folie. Il a patiemment collecté les fragments épars de l'âme de Lucia à partir des particules d'information, les assemblant pour la ressusciter un jour. Et dans sa rage, il a résolu de détruire entièrement ce monde défectueux qui osait lui arracher son amour. Un plan apocalyptique révélé dans les chapitres culminants du volume 23. Ce projet destructeur a été stoppé net lors de la bataille finale par Limul et ses alliés qui ont affronté Veldanava au sommet de sa puissance. Si Veldanava avait conservé sa toute-puissance originelle, l'issue aurait peut-être été différente, mais Limul avait déjà transcendé les limites ordinaires, atteignant ce que Veldanava lui-même qualifiait de singularité, un état unique et imprévisible. Malgré tous les efforts déployés contre cet adversaire qu'il ne parvenait pas à dominer complètement, Veldanava a fini par capituler. Il a même confié au Manas de Limul la tâche de restaurer pleinement l'âme de Lucia, accomplissant ainsi son objectif premier. La résurrection de Lucia a commencé à raviver l'amour en lui, faisant vaciller sa haine. Mais avant qu'il ne puisse pleinement se réconcilier avec ses émotions, Ivaraj l'a capturé et dévoré sans pitié. Absorbant à la fois le cœur de Lucia et celui de Veldanava, Ivaraj, désormais devenu le Verger, a hérité d'une partie de leur essence et a tenté d'anéantir le monde entier dans une frénésie destructrice. Cependant, Limul, imprégné de la puissance draconique suprême, l'a finalement vaincu et absorbé, le reléguant probablement dans l'espace vide et infini du néant. Ancien être le plus puissant de l'univers, Veldanava reste une référence absolue en matière de force. Le simple fait qu'il ait pu se mesurer à Limul au plus haut niveau place sa puissance dans une catégorie tweet class, comme disent les fans, un sommet que personne d'autre n'atteint. Source de toute connaissance et de toute puissance originelle, même privé de sa source d'omnipotence et d'omniscience, l'effondrement du vide, il n'a d'égal que Limul lui-même. Aucun autre être ne peut prétendre rivaliser. Son existence énergétique est forcément d'un ordre astronomique. Le Verger, après l'avoir absorbé, approchait déjà une valeur d'existence inconcevable, atteignant les milliards, confirmant que la valeur d'existence de Veldanava provenait également d'une dimension totalement hors norme. En termes de compétences et de magie, il a volontairement abandonné sa compétence ultime régissant les lois du monde, mais conserve encore des privilèges administrateurs supérieurs, voire au-delà. Cela lui confère une résistance floue mais terrifiante. La plupart des attaques basées sur les lois connues glissent sur lui et les duels semblent truqués en sa faveur. 4 droits suprêmes explicites ont été révélés dans l'œuvre. Le premier est la Primitive Magic, une magie apparue dès la version web, si avancée que même Guy ou Milim ne peuvent la manier. Dans le système magique du monde de Tansura, toute invocation nécessite des particules magiques chargées d'intention, suivant une logique et un processus précis. Cependant, la Primitive Magic s'active par le simple désir, ignorant absolument toutes les lois, indépendamment de la quantité d'énergie ou de toute analyse. Cela dépasse même les capacités de Guy et de Milim, suggérant l'existence d'une autorité supérieure inhérente. Le deuxième est le Compaction, ou emprise de l'âme, un droit encore plus élevé que celui des autorités supérieures. Il intervient directement sur l'âme, ignorant toute défense ou attaque physique, pour corrompre ou détruire l'essence spirituelle de la cible. Fonctionnant même dans les dimensions où les droits externes sont bloqués, il a permis à Veldanava d'extraire littéralement l'âme de Limul lors de leur duel au sabre, une capacité proche de la Primitive Magic par son indépendance aux particules d'information. Le troisième, Initialize Heaven, ou monde suprême de l'effondrement céleste et terrestre,
ait le droit de réinitialiser et reconstruire entièrement le monde. Il efface tout, y compris les particules d'information. Veldanava ne l'a pas utilisé cette fois, car cela aurait anéanti les fragments d'âme de Lucia qu'il cherchait à récupérer. Ciel possède également la même capacité. Le quatrième, Beginning Eden, utilise l'effondrement du vide pour créer un monde ex nihilo, un droit que Veldanava ne peut plus exercer pleinement depuis qu'il a perdu cette énergie. Ciel, en revanche, en dispose en abondance et peut le répéter indéfiniment. Les amis, il faut vraiment craindre Ciel. On devrait lui laisser Limul et expliquer la situation aux autres prétendantes. Je pense que c'est la meilleure solution à ce stade. Côté maîtrise technique, Veldanava surpasse même Rudra et Guy à un degré tel que l'écart reste probablement insurmontable pour la plupart. Sa technique est si parfaite et assurée qu'avec Compaction, aucun être soumis aux lois du monde ne peut même prétendre à un vrai duel technique contre lui. Seuls des cas exceptionnels comme Limul ou Ivaraj le Vergère peuvent le forcer à déployer pleinement cette expertise. Enfin, le corps originel du dragon roi des étoiles, source même de tous les dragons, le dragon spirituel Gaïa, le petit compagnon de Milim offert par Veldanava comme une partie de lui-même. Autrefois, cet Elemental Dragon fut tué par les manigances de l'ancien empire de Soma. Après sa mort, il reçut la bénédiction de Milim et se transforma en dragon du chaos, une entité si terrifiante que Milim dut le sceller elle-même, devenant ainsi sa première victime officielle en tant que roi démon. Des siècles plus tard, lors d'une exploration de ruines, le sceau fut brisé par les mains de Yuki et ses alliés. Avec l'aide décisive de Limul, Milim parvint presque à le maîtriser, mais c'est finalement à partir de l'âme du dragon du chaos qu'un nouvel être naquit, Gaïa, éclos d'un œuf sous la forme d'un adorable petit dragon que Milim chérit désormais comme son animal de compagnie fidèle. Gaïa est désormais protégée avec soin par Limul et son cercle proche, une garde vigilante qui veille sur ce petit être précieux au cœur de tempête. Fidèles à leur nature, les véritables dragons ne prédatent que les monstres qu'ils ont personnellement vaincus. Ainsi, pour accélérer la croissance de Gaïa, Limul a déployé un avatar dédié dans le labyrinthe, où Milim et lui se sont livrés à un power leveling intensif et méthodique, farmant des ennemis par centaines pour nourrir exclusivement Gaïa des proies qu'il avait lui-même abattues, une stratégie ingénieuse. Lors des événements du dernier volume, Gaïa est restée fidèlement aux côtés de Milim, son éternelle compagne. Cependant, lors de la bataille finale, il dévore les noyaux, cœurs spirituels, de Veldanava et de Lucia tombés de Feldway. Cette absorption monumentale a déclenché son évolution suprême. Il est devenu un véritable dragon, rejoignant officiellement les rangs en tant que 5e membre sous le nom de Dragon de l'étoile terrestre Velgaïa. Grâce à la nomination effectuée par Limul, un chemin évolutif s'est ouvert, permettant une nucléation comme pour les autres véritables dragons. En tant que forme étoile de la Terre, Velgaïa a apporté une aide décisive à Limul, contribuant activement à la défaite définitive de l'Everger dans un affrontement où chaque coup comptait. Autrefois, c'était cette adorable petite Gaïa qui ne communiquait que par d'irrésistibles Kiwi-Kiwi, un compagnon mignon et attachant qui faisait fondre tous ceux qui l'approchaient. Mais après cette évolution spectaculaire, elle a acquis la capacité de parler, ajoutant une couche de personnalité fascinante à son caractère déjà irrésistible. Voilà, nous arrivons au terme de cette grande explication dédiée aux 5 véritables dragons qui dominent l'univers de Tensura. Quoi ? Je n'ai même pas encore parlé de Limul. Désolé, mais lui, c'est un cas à part. À l'heure actuelle, Limul est tout simplement un monstre de puissance absolue. Il mérite donc une vidéo entièrement dédiée afin d'expliquer en détail l'ensemble de ses capacités jusqu'à la toute dernière sans rien laisser de côté. Alors ne manquez surtout pas cette vidéo. Activez la cloche de notification dès maintenant pour être sûr de ne pas la rater. Qu'en avez-vous pensé ? Cette plongée dans leurs origines, leurs pouvoirs et leur destin tragique ou triomphant vous a-t-elle captivé autant que moi ? Veldanava, ce pauvre ressuscité, à peine revenu à l'existence, il a semé un chaos monumental et imposé sa présence écrasante, mais quand on découvre les raisons profondes de sa souffrance, cette perte irrémédiable et cette distorsion de l'âme, on ne peut s'empêcher d'éprouver une immense pitié. Un homme, ou plutôt un dieu, brisé par l'amour,
On comprend pourquoi il a failli détruire la réalité elle-même. À sa place, n'importe qui aurait pu craquer au point de tout vouloir anéantir. Et puis, cette nouvelle venue parmi les véritables dragons, la petite Velgaia. Ses cui-cui étaient d'une douceur absolue, un vrai rayon de mignonnerie dans cette saga épique. Même après avoir gagné la parole, elle conserve cette aura adorable qui conquiert tous les cœurs. Malheureusement, les détails approfondis sur son évolution et ses capacités restent encore assez limités dans le light novel principal. Espérons que les volumes bonus, les side stories ou d'éventuelles suites nous offriront plus de développement sur elle le mérite amplement. Si cette analyse exhaustive des véritables dragons vous a plu, si certains points vous ont surpris ou si vous avez vos propres théories sur leur puissance ou leur avenir, n'hésitez surtout pas à partager vos avis, impressions ou questions dans les commentaires. Vos retours sont toujours précieux et enrichissent la discussion pour toute la communauté.